Eh bien, nous sommes toujours sur le salon Polytech pour ce thème consacré à la ville intelligente et durable, avec maintenant un projet pour le moins original autour de l'eau, puisqu'il s'agit de traiter l'eau non potable et de gérer de l'eau non potable. Ce projet s'appelle HydroCity et nous accueillons son porteur, monsieur Jean-François de Beaurepaire. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes donc le président d'HydroCity et un des fondateurs de ce projet. Absolument. Avec nous aussi Florent Wilbert. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes responsable de la Novosphère, qui est une agence de promotion de l'innovation locale à Rennes, donc, puisque ce projet se déroule à Rennes. En 2 mots, la Novosphère, de quoi s'agit-il? Alors la Novosphère, c'est un réseau d'innovation rennais, comme vous l'avez dit, qui s'intéresse à toutes les innovations. Donc pas seulement les innovations technologiques, mais aussi les innovations sociales, environnementales, même culturelles ou artistiques. La Novosphère, c'est un média d'innovation et surtout un dispositif de labellisation de projets innovants. Et à partir du moment où un projet est labellisé, il bénéficie d'un accompagnement et d'une aide en matière de communication. C'est ce qui est arrivé à HydroCity. Alors, monsieur de Beaurepaire, HydroCity, de quoi s'agit-il? Racontez-nous un peu ce projet innovant. Alors HydroCity, c'est à la fois le nom d'une société qui a été créée il y a une petite année maintenant, et c'est surtout le nom d'un concept. Ce concept consiste en la gestion innovante et globale des eaux non potables à l'échelle d'un territoire. C'est-à-dire qu'on a regroupé au sein du concept HydroCity quelques savoir-faire, quelques technologies de gestion des eaux, de traitement des eaux et de la biodiversité, en y joignant, on va le voir dans le développement tout à l'heure, quelques éléments de récupération des calories, et ce qui nous permet de constituer un concept complet qui va pouvoir être appliqué à l'échelle d'un territoire. Alors un territoire, ça démarre au niveau d'un immeuble, et ça peut aller jusqu'au niveau d'une ville, en passant par un écoquartier et toutes sortes d'équipements d'urbanisme. Et donc on va gérer la globalité des flux de l'eau, depuis une partie pré-étude qui va être intégrée à la réflexion globale du projet d'urbanisme et de gestion de la biodiversité, et puis jusqu'à l'installation de tous les systèmes inhérents à cette gestion de l'eau, et jusqu'à la formation des utilisateurs, l'acceptabilité sociétale, et jusqu'à la maintenance du système. Alors, pour être plus clair en termes... Et ça fonctionne comment? Le parcours de la petite goutte d'eau. Alors, voilà, exactement. Pour être plus clair, c'est que pour faire la différence entre ce qui existe aujourd'hui et ce qui peut exister avec un concept HydroCity, c'est qu'aujourd'hui, sur une zone d'habitat, par exemple, vous allez tout alimenter en eau potable. Ces eaux potables vont être intégralement utilisées dans les différents usages, à la fois corporels, alimentaires et non corporels et non alimentaires de l'habitat. Et ensuite, ces eaux vont repartir dans les eaux usées, aux stations d'épuration, et ensuite les rivières et la mer. On a réfléchi à toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir justement d'optimiser ces flux d'eau. Et en fait, on est arrivé à la solution que comme il existe en France une possibilité sur des usages non corporels et non alimentaires de récupérer les eaux pluviales, puisque ça existe depuis quelques années. Réglementaire. Absolument. Il existe cette possibilité réglementaire de récupérer les eaux pluviales issues de la toiture pour les usages non corporels et non alimentaires. Et donc, on est arrivé à la solution que dans les eaux usées que nous pouvions avoir à l'échelle d'une habitation, il y avait effectivement des eaux qui étaient dites noires, qui étaient des eaux qui, elles, devaient rejoindre une station d'épuration. Ce sont les eaux issues des toilettes ou de la cuisine, compte tenu des graisses qui les contiennent. Et il peut y avoir des eaux, ce qu'on appelle des eaux grises, qui sont des eaux issues des bains, des douches, des lavabos et du lavage du linge, qui sont des eaux faiblement polluées et facilement dépolluables, qu'il est intéressant de récupérer, dont on va pouvoir récupérer les calories parce que ce sont des eaux qui sont rejetées à une température moyenne d'une 30aine de degrés. Donc on va en récupérer les calories, on va les pré-traiter dans un bioéchangeur, et ces eaux... Bioéchangeur? Alors bioéchangeur, c'est justement un ensemble de traitements qui va nous permettre d'assurer ce traitement et de récupérer les calories sur les eaux grises. Et donc ces eaux grises, une fois pré-traitées, on va les envoyer dans une zone de biodiversité où elles vont subir un traitement naturel par des plantes, système de filtres plantés de roseaux, etc. Une sorte de lagune, c'est ça? Une sorte de lagune, oui. Effectivement, qui est calibrée effectivement par rapport à l'installation. Et donc on les récupérera en sortie
dans une condition à peu près équivalente à celle des eaux pluviales, et donc elles rejoindront les eaux pluviales de toiture que l'on aura récupérées également. Ensuite, une troisième source va pouvoir être ajoutée, ce sont les eaux, ce qu'on appelle de ruissellement, qui sont tombées sur des parties imperméabilisées non de toiture, et ces eaux, elles peuvent être légèrement polluées, par exemple par des hydrocarbures, puisque ce sont des parkings ou des voies de circulation. On va les traiter également par des zones de traitement naturel par des plantes. On va en même temps stocker ce qu'on appelle la rétention, à la parcelle pour éviter d'engorger les réseaux en cas de pluie d'orage, donc de manière à tamponner cette eau. Elle va également alimenter les zones de biodiversité et ensuite on la récupérera dans cette même citerne. Une fois stockée dans cette citerne, ou compte tenu du fait que l'on a de l'eau en circuit courant, si vous voulez, en circuit constant, parce que c'est ce qu'on appelle la gestion en boucle courte, qui va nous permettre les premières eaux légèrement usées, on va les réuser dans d'autres usages avant de les rejeter. Et donc ces eaux, on n'a pas besoin de stocker énormément, d'avoir de gros volumes de stockage comme on le fait dans certaines installations de récupération d'eau de pluie. Donc ces eaux, on va pouvoir les renvoyer avec un circuit spécifique, sécurisé. Il ne s'agit pas de potabiliser, il s'agit de les sécuriser et on va les redistribuer sur un circuit spécifique sur les usages non corporels non alimentaires, qui seront donc les toilettes et le lavage du linge. C'est-à-dire qu'une eau grise devient nécessairement une eau noire, à partir du moment où elle a fait un tour. Exactement. Alors, c'est-à-dire qu'il y en a une partie qui fera plusieurs tours parce qu'elle va passer par le lave-linge, donc effectivement. Par contre, la partie qui est passée par les toilettes, elle devient automatiquement eau noire, effectivement. Donc double réseau d'alimentation des logements, s'il s'agit de logements. Exactement. Et donc c'est pour ça que c'est un concept qui doit être pensé dès le départ et très très en amont d'un projet, de manière à considérer tous les réseaux nécessaires à cet équipement. Alors pourquoi un projet, Monsieur Wilbert, pourquoi ce type de projet intéresse-t-il le territoire de Rennes? Alors, le territoire s'intéresse aux innovations, c'est-à-dire à tous les porteurs de projets qui ont des idées un petit peu différentes, qui voient les choses autrement et qui créent des solutions pour construire le monde de demain différemment, etc. Alors, il faut savoir d'ailleurs qu'en matière d'environnement et d'eau, le territoire de Rennes est un lieu très riche. Il y a beaucoup d'entreprises, mais aussi de laboratoires qui travaillent sur l'analyse de l'eau, la prévention des problèmes de bactéries, etc. Mais intuitivement, on ne vous voit pas manquer d'eau dans cette région. Non, mais peut-être que là, il y a quand même des idées reçues sur ce point-là. Et alors, à la Novosphère, on a justement labellisé une trentaine de projets en tout, dont 3 qui sont liés plus ou moins directement à l'eau. Alors, il y en a un, par exemple, c'est dans le domaine de la peinture. C'est un projet qui s'appelle Algo. Il s'agit donc d'une peinture biosourcée à 98%. Donc, ce qui est une performance assez remarquable en matière d'environnement. Et quand on sait les problèmes qu'on peut retrouver sur certains chantiers avec les écoulements de peinture dans les réseaux d'eau, c'est intéressant de savoir qu'une peinture quasiment 100% bio existe aujourd'hui à base d'algues. Il y a un autre projet labellisé qui s'appelle CHEM et qui est là dans le domaine de la modélisation. C'est une équipe de 3 personnes qui travaille sur un modèle développé par l'INRA et qui permet de prévoir en fait les impacts des décisions en matière de qualité de l'eau. Et c'est un laboratoire, enfin une société qui travaille avec un laboratoire avec plusieurs personnes en France, mais aussi en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, etc. Et puis bien sûr, il y a HydroCity, mais je laisse Jean-François en parler puisqu'il le fait bien mieux que moi. Alors pourquoi j'étais à côté de la plaque tout à l'heure avec l'idée qu'à Rennes, on n'avait pas de problème d'eau? Non, effectivement, c'est l'image qu'on peut en avoir également, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il pleut plus à Toulouse qu'à Rennes, par exemple. Beaucoup plus à Bordeaux ou à Bayonne qu'à Rennes également. Donc on a une pluviométrie en Bretagne. Alors, c'est vrai qu'on a une pluviométrie qui est plus régulière que dans les régions du sud de la France, mais qui n'est pas phénoménale parce qu'on a l'impression, alors c'est vrai qu'il faut séparer entre Bretagne Nord et Bretagne Sud, mais même à Rennes, au centre de cette partie est de la Bretagne, on a 650, 700 mm d'eau par an, pas plus. On est descendu certaines années à 550 mm, ce qui est quand même très faible. Alors comment vous est venue l'idée de ce projet et comment s'est-il monté? Alors l'idée du projet, alors moi-même je m'occupe d'une société, j'ai créé une société qui fait de la récupération d'eau de pluie, donc c'était la base effectivement du système. Et en fait, je travaille avec dans différents réseaux, différents clusters, Bretagne Éco-Entreprise, Éco-Origine, et nous avons été amenés à travailler pour Rennes Métropole justement sur un projet à essayer d'apporter des idées urbanistiques nouvelles
sur la gestion d'un nouveau projet à l'échelle de la métropole rennaise. Un projet de 40 000 habitants à horizon une trentaine d'années, donc c'est quand même relativement conséquent. Et donc l'objectif était d'apporter des solutions nouvelles. Et en fait, on a l'habitude entre plusieurs entreprises de même réseau, et surtout dans l'environnement, d'essayer de trouver des combinaisons de ce que l'on peut réaliser ensemble entre l'eau, de l'énergie, entre le bruit, les odeurs, entre l'eau et les odeurs et des choses comme ça. Et on a été amené entre différentes personnes qui étaient spécialistes ou d'une partie études, ou d'une partie biodiversité, ou de traitement d'eau et de récupération des calories, ou de gestion des eaux pluviales comme nous. En fait, on a combiné différents savoir-faire pour en faire un nouveau savoir-faire intégral qui est justement cette gestion des eaux à l'échelle d'un territoire, en intégrant effectivement toute la partie, c'est-à-dire en évitant de saucissonner comme ça peut être fait jusqu'à aujourd'hui, une partie études, une partie maîtrise d'œuvre, une partie fabrication de matériel, une partie installation, une partie maintenance, une partie formation. Là, on a tout intégré effectivement dans la même structure, de manière à faciliter l'intégration, une nouvelle fois, du projet HydroCity de gestion des eaux à l'échelle du projet d'urbanisme. Alors on comprend ce concept d'intégration et donc visiblement de valeur ajoutée supérieure grâce à l'intégration. Est-ce que néanmoins il y a des technologies au sein du process qui sont particulièrement innovantes? L'innovation, c'est effectivement personne n'avait fait jusqu'à présent la combinaison des différents éléments. Et alors, il y a déjà des gens qui récupèrent et qui retraitent les eaux grises pour les réutiliser. Il y a des gens qui récupèrent les calories des eaux grises. Il y a des gens qui créent des zones de biodiversité, qui récupèrent l'eau de pluie. Donc la combinaison globale, mais surtout, justement, cette combinaison du traitement et de la récupération des calories dans une même unité qui est brevetée aujourd'hui. Et qui nous permet d'être hyper efficace, c'est-à-dire que de globaliser du gain, à la fois, on le reverra, sur le traitement des eaux usées, sur l'économie d'eau potable, sur la récupération des calories effectuées. Donc c'est vraiment une optimisation complète. Il y a peut-être encore de nouvelles choses à faire, on a de nouvelles idées pour la suite, mais c'est déjà une belle optimisation. Est-ce qu'il y a également une complexité dans le pilotage, une complexité informatique? Informatique, non. La complexité, elle va être aujourd'hui dans le processus décisionnel auquel les entreprises ont affaire ou les promoteurs ont affaire. C'est-à-dire que à l'échelle d'un urbanisme, on va avoir effectivement un propriétaire qui peut être une collectivité de communes, qui peut être une institution qui va détenir un terrain, qui va le vendre elle-même à un aménageur. L'aménageur va en apporter des nouveaux éléments et puis ensuite il va le revendre à un promoteur. Le promoteur va passer ensuite à des entreprises qui vont repasser aux particuliers qui va pouvoir acheter ou un bailleur social qui va acheter. Et donc le phénomène aujourd'hui, c'est d'arriver à intégrer cette nouvelle réflexion justement sur le déroulement du concept et de l'application du concept HydroCity par rapport à ce qui existe. Donc il faut révolutionner, faire évoluer les mentalités par rapport à ça. Ça serait le frein à ce genre de projet? Ou il y a d'autres freins éventuellement? Aujourd'hui, ça serait c'est le principal frein. Alors il se lève effectivement parce que c'est de la pédagogie. Il faut expliquer, il faut rassurer les gens sur nos capacités. La chance que l'on a, c'est que les gens qui ont monté le projet HydroCity sont des gens qui ont un peu de bouteille dans les métiers de l'étude, de la fabrication de matériel, de la mise en place de solutions de traitement, etc. Donc on n'est pas tout nouveau dans le métier et on a rencontré déjà tous des problématiques de chantier qui nous ont formés. Donc ça, on sait faire. Et puis la combinaison, on a réussi à l'intégrer également. Donc l'avantage qu'on a, je dirais, alors faut pas être fier par rapport à ça, mais c'est qu'on n'est pas pressé, quoi. On n'a pas un impératif de rentabilité de notre propre structure à très court terme. On sait que de toute façon, il faut arriver très en amont sur les projets, donc c'est long. Il faut l'accepter. Donc ça fait partie du jeu et on est très optimiste par rapport à ça. Vous mentionniez la communication, c'est un sujet sur lequel vous pouvez donner un coup de main à la Novosphère. Alors, comment vous aidez HydroCity concrètement? Alors effectivement, c'est tout à fait notre rôle dès lors que le projet est labellisé, ce qui a été le cas. La première chose qu'on fait, c'est qu'on présente ce projet mais en détail sur le site de la Novosphère. Donc on produit une vidéo, on écrit un reportage, par reportage photo. Puis après, on s'est mis autour d'une table avec l'équipe d'HydroCity pour voir quelles pouvaient être les priorités en matière de communication. Et au moment où on l'a fait, il y avait un besoin, par exemple, de créer une infographie. Parce que ce que nous explique Jean-François,
c'est pas toujours très visuel, c'est-à-dire que c'est pas facile à montrer. Oui, ça demande une certaine gymnastique tout à l'heure quand vous Voilà. l'expliquiez. Donc là, on a essayé de relever ce défi et on a fait une infographie qui explique donc par les images ce qu'est HydroCity et comment ça fonctionne. Après, un autre besoin assez immédiat était le besoin d'avoir une plaquette qui expliquait ça. Et puis après, au fil des étapes du développement du projet HydroCity, on accompagne l'équipe sur les relations presse, par exemple. Et puis la mise en réseau, j'imagine, avec la mise en réseau local, ça fait partie aussi du soutien parce qu'on est très fiers d'avoir sur le territoire des innovateurs comme l'équipe d'HydroCity. Merci. Alors tout à l'heure, vous parliez, vous avez ébauché une information sur la réglementation. Est-ce qu'il y a de ce point de vue-là des difficultés, des enjeux particuliers? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut avec son eau non potable? Alors aujourd'hui, on ne peut pas encore faire ce qu'on veut avec une eau non potable. Aujourd'hui, ce sont des techniques qui sont reconnues comme étant en expérimentation. On a déjà eu des contacts avec les services sanitaires. Alors déjà, la récupération d'eau de pluie en France a été relativement longue à mettre en place par rapport à d'autres pays européens. On pense à Allemagne, Belgique, pays scandinaves. Et finalement, une réglementation s'est mise en place en 2008, en août 2008 pour être précis, qui réglemente effectivement la récupération d'eau de pluie, moyennant un cahier des charges d'installation, de séparation des réseaux, ce qui est complètement logique, etc. Et il faut bien être clair, il ne s'agit pas, quand on travaille avec de l'eau pluviale ou de l'eau recyclée, d'aller travailler sur le marché de l'eau potable. C'est hors de question. On a la chance d'avoir en France à la fois, par le partenariat qui a eu lieu entre les compagnies de distribution d'eau et les services sanitaires, on a eu une grande efficacité dans le développement d'un réseau qui permet à chaque Français d'avoir de l'eau potable au robinet. Il ne s'agit pas d'aller recréer des conditions qui permettraient de redévelopper des maladies qu'on a pu connaître dans les siècles antérieurs. Donc il ne s'agit pas de ça. Donc, mais aujourd'hui, on a la possibilité donc d'utiliser l'eau de pluie. Nous, notre objectif, c'est de dire que l'eau que l'on va ramener après les traitements, qu'ils soient par le bioéchangeur et par les zones de biodiversité, va être du même type de qualité. Par contre, il faut le prouver. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille sur les premiers projets sur lesquels on va arriver en implantation. Eh bien, on va travailler en étroite collaboration, et c'est en cours d'ailleurs, avec des instituts de recherche, de mesure, etc., et de contrôle, pour montrer qu'effectivement la qualité de l'eau est correcte. Et c'est vrai qu'on a eu des questions des services sanitaires à ce niveau il y a un an, quand au cours d'un salon à Rennes, le Carrefour des gestions locales de l'eau, on avait présenté notre solution. Et les services sanitaires ont dit, mais alors vous allez recycler les eaux usées. On dit, oui, c'est sur quoi on va travailler. Et la question s'est posée de quelles sont les positions des ministères à ce sujet. Les ministères ont dit, il faut expérimenter. Donc expérimentons. Voilà. Et alors qu'en pensent les usagers? L'usager final qui va se retrouver avec peut-être un système un petit peu plus compliqué à gérer. Quels sont les premiers accueils? Les usagers, quand on travaille sur la récupération d'eau pluviale, nous, je sais qu'on a déjà fait plusieurs fois. Alors, il y a deux types d'usagers. Il y a celui qui achète une maison ou qui fait construire une maison et qui décide de son propre chef de mettre en place une solution de récupération d'eau de pluie. Donc, forcément, il va se l'approprier, il va la gérer correctement, il va y faire attention. Il va y avoir aussi des gens qui vont arriver comme locataires, par exemple, dans un immeuble où il y a déjà de la récupération d'eau de pluie. Il y en a couramment, nous, on en a déjà équipé. Ces gens-là, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. À ce moment-là, ils peuvent aller habiter ailleurs. C'est-à-dire que la question est posée. Il y a un certain cahier des charges aussi dans l'utilisation, dans les systèmes de comptage, etc., qui existent. C'est un peu de pédagogie et la gestion des réseaux, sur lequel on a besoin de s'attarder un petit peu. Et ça se fait dans d'autres pays d'Europe et du monde. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire en France. On peut se poser aussi là-dessus la question de l'équation économique. Pour l'usager, ça change quoi? Ça sera plus cher, moins cher, pareil? Quel est le modèle économique global de l'opération? Alors, sur un projet HydroCity, on va avoir un écart alors, c'est très difficile à déterminer parce que ça dépend de la taille de l'établissement. Mais disons qu'on va avoir un écart de prix final au mètre carré qui va se situer entre 1 et 2%, à peu près, au final. On va, d'après tous les calculs que nous avons mis, toutes les simulations qui ont été faites, on va avoir un retour sur investissement entre 6 et 8 ans, en intégrant à la fois dans les coûts le financement bien évidemment du système, en intégrant la maintenance, qui n'est pas compliquée, on n'est pas dans de la haute technologie, donc on est sur des choses relativement simples et basiques. Il ne s'agit pas d'aller construire des usines à gaz pour distribuer de l'eau. Les économies vont être réalisées donc à la fois par l'économie d'eau et par l'économie d'énergie,
sur le préchauffage des eaux chaudes sanitaires. Alors c'est important justement de savoir sur quel poste vraiment on va avoir des gains, car ça pose la question de la répartition de la valeur entre les différents acteurs de la filière. Comment elle va se répartir? Parce que qui investit? Ça c'est un des freins, effectivement. C'est-à-dire que comme on l'avait tout à l'heure, effectivement, sur le saucissonnage des différentes phases de chantier entre le propriétaire du terrain au départ et jusqu'à l'acquéreur, effectivement, de l'appartement ou de la maison terminée, ça va être un peu la même chose au niveau du saucissonnage des prix à ce niveau-là. Donc ça veut dire que dans notre concept HydroCity, alors, mais tous les cas de figure sont possibles par rapport à ça. Donc c'est-à-dire que une partie intégrante, effectivement, de notre concept, c'est d'apporter ce service. Alors, est-ce qu'il va être à l'aménageur, est-ce qu'il va être au promoteur? Donc, il va y avoir aussi un saucissonnage. Est-ce que le report va être fait uniquement sur l'utilisateur final, ce qui sera souvent le cas? Donc, c'est vraiment à nous d'aider le plus objectivement possible, de manière à ce que cette échelle de valeur qui va être décalée depuis l'acquisition initiale jusqu'au final soit bien mise en place. On a vu des cas, par exemple, en récupération d'eau de pluie, mais la problématique sera exactement la même en y adjoignant les autres sources. C'est une mairie qui avait fait le choix de faire un lotissement, enfin ça a été fait sur plusieurs lotissements relativement écologiques, et qui a acquis des systèmes de récupération d'eau de pluie, qui a décidé à un moment donné de les subventionner, mais ça leur a apporté un plus pour faire venir des gens effectivement sur la commune, et qui les a répercutés partiellement à l'utilisateur final. Donc il n'y a pas eu d'incidence au niveau du promoteur, au niveau des entreprises intermédiaires, et ça se passe très bien. C'est une question d'adaptation et d'explication. Alors qu'en pensent les compagnies d'eau de tout ça? Parce que c'est quand même un acteur plus qu'important dans le paysage français. Alors, les compagnies d'eau, quand elles ont vu se développer, bon là, il n'y a pas encore de réaction par rapport à un concept comme HydroCity, ou même par rapport au retraitement d'eau grise, etc., que l'on peut constater, mais c'est vrai que par rapport à la récupération d'eau de pluie, on a senti une certaine réticence, qui est logique si elle a affaire à des aspects sécuritaires. Et c'est vrai qu'on dit, de toute façon, en France, on ne manquera pas d'eau. C'est vrai aussi qu'un frein au développement de ce genre de pratique, c'est pas parce qu'on va économiser de l'eau en France qu'on va en donner aux pays qui n'en ont pas. Ça, c'est vrai. Mais néanmoins, on sait quelle est la tendance quant à la consommation de l'eau, et il est permis de penser qu'on manquera peut-être d'eau avant de manquer de pétrole aujourd'hui, parce que le pétrole, c'est des nouvelles techniques pour aller les chercher plus loin. Bon, l'eau, c'est des nouvelles techniques pour aller la filtrer, vous me direz. C'est un peu la même chose. Les compagnies de distribution d'eau, je crois que pour l'instant, elles regardent ce qui se passe. Elles font pas grand-chose pour inciter, mais enfin bon, chacun sur son marché, hein, de toute façon. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui ont dit oui, si les choses sont bien faites, il n'y a pas de raison que ça se passe pas mal. Donc je pense que, alors je veux pas dire de gré ou de force, parce que c'est pas du tout ça, mais je pense qu'il y a une espèce d'intelligence collective autour de ces problématiques qui font que dans on va peut-être pas dire les toutes prochaines années, mais les toutes prochaines décennies, on va arriver à des solutions intelligentes où il faudra peut-être se résigner à travailler différemment à partir de ces problématiques. On aura la même problématique pour l'énergie. Hein. La consommation EDF à l'échelle d'une ville, par habitant, je crois qu'on a eu une baisse d'environ 20% depuis 10 ans, par exemple. Donc c'est pareil au niveau des voitures. Hein. Je veux dire, les pétroliers peuvent se plaindre aussi de la baisse de consommation. Remarquez, c'est les taxes qui augmentent pendant ce temps-là, donc c'est autre chose. On compense. Enfin bon, ça se fera logiquement avec un peu de temps. Et je crois que le phénomène le plus important, c'est que les choses soient bien faites. Pour justement, et faites consciencieusement, c'est-à-dire pas dans un esprit tout feu, tout flamme, en essayant de trouver des nouvelles solutions mal réfléchies. Et c'est vraiment d'aborder tous les aspects du dossier pour que tout le monde soit rassuré autour de tout ça. Alors aujourd'hui, vous en êtes où? On n'en est plus au concept, on n'en est pas non plus encore au projet fonctionnant. Prochaine étape pour HydroCity? Prochaine étape, et on a dans nos cartons un certain nombre de projets qui doivent nous amener à lancer les premiers démonstrateurs dans les mois à venir. On sait où? Voilà, autour de Rennes. Autour de Rennes. Et par contre, on travaille déjà sur un projet, alors sur une partie pré-étude, mais qui se présente bien, en Turquie, paradoxalement, à partir d'un... Pourquoi paradoxalement? Paradoxalement, parce que l'objectif c'était de travailler en France avant tout et de lancer surtout un premier démonstrateur en France. Il se trouve qu'une ville turque de Gaziantep a fait appel à un groupement de bureaux d'études de différents opérateurs en France pour apporter des nouvelles technologies, et ça dans le cadre d'un FASEP, c'est-à-dire un plan d'aide à l'exportation du savoir-faire français. Et enfin, on est sur un projet d'un îlot à l'échelle de 300 ou 400 habitants, en collaboration avec un gros bureau d'études,
qui pilote effectivement ce projet. Donc c'est assez encourageant. Ça sera présenté le 16, on a remis le projet final, ça sera présenté le 16 décembre en Turquie, sur une ville d'1 500 000 habitants qui se développe. Donc ça serait assez original de pouvoir démarrer sur un projet comme ça à l'étranger. Petite question juste qu'on n'a pas abordée. Est-ce qu'il y a un périmètre idéal, un optimum de nombre de logements ou d'utilisateurs? Alors, c'est très simple, c'est plus la zone sera vaste, plus ce sera rentable. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une économie d'échelle, effectivement, sur les travaux qui est évidente. Non, on peut démarrer un concept HydroCity à l'échelle d'un immeuble d'une trentaine de logements, ce qui va faire à peu près 100 habitants. Mais je dirais que voilà, l'optimum de démarrage, c'est une zone qui va comprendre une centaine de logements, à peu près. Et donc, possibilité d'exportation à la fois à l'étranger, mais même d'exportation dans d'autres régions françaises. Monsieur Wilbert, c'est le genre de projet que vous pourriez accompagner, la diffusion d'HydroCity dans d'autres départements français, dans d'autres agglomérations françaises? Alors oui, absolument. À partir du moment où nous, on accompagne un labellisé, on l'accompagne dans le monde entier s'il y a besoin. Donc c'est le cas d'ailleurs pour d'autres labellisés qu'on accompagne sur des opérations aux États-Unis, par exemple. Donc il n'y a pas de limite géographique. À l'international aussi. Ça dépend de l'énergie de nos labellisés à conquérir la planète. Eh bien, merci à vous deux de nous avoir démontré l'innovation française en matière d'eau, qui va s'exporter très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci à vous également, internautes, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos vidéos, et plus particulièrement celle de ce web théma consacré à la ville intelligente et durable, sur cleantechrepublic.com. Au revoir.